Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine à Connecter Bécomo, une gestionnaire du 6 de la Côte-Nord en télétravail à partir de l'Alabama. La Sûreté du Québec met la population en garde contre les rumeurs liées au crime organisé et les contrôleurs routiers mènent des opérations de sensibilisation. Dans les installations du 6 de la Côte-Nord, le bruit court qu'une cadre supérieure travaillerait à distance à partir de l'État de l'Alabama, aux États-Unis, soit à près de 3000 km de la Côte-Nord. La nouvelle est parvenue aux oreilles de la présidente du syndicat représentant les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes dans la région. C'est sûr que les gens se questionnent là, si c'est efficace et ne comprennent pas pourquoi ça serait pas quelqu'un du moins du Québec là, qui habite au Québec là, ou même encore mieux sur la Côte-Nord. Là. J'entends souvent ce commentaire-là. C'est sûr que je ne sais pas là, quand les entrevues, quand le poste a été ouvert, qui a appliqué tout ça. Il y a cet enjeu-là aussi, là. Mais évidemment là, qu'on attend certains commentaires, c'est connu de quelques gens. La direction du 6 n'a pas voulu préciser si cette gestionnaire réside toujours aux États-Unis, mais son profil LinkedIn nous indique qu'elle a commencé à étudier à l'Université de North Alabama à l'été. Aussi, son profil Instagram l'a présenté en novembre comme une Québécoise en Alabama. Dans un courriel daté du 1er avril 2022, obtenu par la Loi sur l'accès à l'information, la PDG du 6, Manon Asselin, a autorisé le maintien du travail à distance de la gestionnaire en Alabama. Une telle pratique est interdite par la politique de l'institution sur le télétravail, mais le ministère de la Santé a autorisé la dérogation. Dans le courriel, Mme Asselin a exigé de cette cadre supérieure, comme pour les autres gestionnaires, qu'elle passe 50 du temps travaillé sur la Côte-Nord de façon régulière et constante, qu'elle assume les coûts de déplacement pour se rendre sur le territoire et qu'elle ne reçoive aucune prime de rétention. C'est quand même à l'extérieur du Québec. Puis les gens se questionnent si c'est une gestion efficace et de proximité, là, telle que le gouvernement le dit là, dans son plan santé. Là. C'est quand même très loin et on se demande pourquoi qu'on ne peut pas avoir des gestionnaires là, en place ici, là, dans notre région là, de la Côte-Nord. Cette personne a besoin d'avoir une connaissance sensible de ce qui se passe dans les établissements. Et ça suppose que la personne se déplace. Alors, si elle habite aux États-Unis, tout le temps, ben, dans une semaine, la moitié du temps, se retrouver dans les établissements, mais il va falloir qu'elle voyage beaucoup, là. Deux autres cadres supérieurs au 6 de la Côte-Nord résident aussi à l'extérieur de la région, mais demeurent au Québec. Ils ont aussi la consigne de livrer au moins la moitié de leur temps de travail sur la Côte-Nord. Ce pas des gens qui donnent des services directs à la population, hein. C'est des gens qui gèrent des superviseurs qui, eux, vont encadrer les travailleurs qui font, hein, les infirmières, les préposés à domicile, les autres spécialistes de la santé qui vont faire le travail sur le terrain. Donc, c'est un emploi qui a un aspect interpersonnel, mais c'est aussi, puis dans certains cas, beaucoup un emploi de bureau où il y a énormément de rapports, de reddition de comptes, là, de suivi à faire. Le 6 de la Côte-Nord a refusé notre demande d'entrevue, nous écrivant que le télétravail contribue à l'attraction et à la rétention de certains gestionnaires. Son porte-parole, Pascal Paradis, indique que cette souplesse dans l'organisation du travail permet au 6 de rivaliser avec les nombreuses organisations qui offrent des emplois en télétravail. Il y a des domaines, entre autres au niveau informatique, si vous développez des logiciels, il y a des choses comme ça qui peuvent être délocalisées. Mais lorsque c'est des soins de santé, de services sociaux, habituellement, il y a un élément de proximité qui vient avec ça. Donc, pour pourvoir le poste, oui. Est-ce que c'est attractif? Oui. Est-ce que ça donne de meilleurs résultats éventuellement, hein, pour avoir des meilleurs soins de santé pour les gens de la région? Ça n'a pas l'air de la préoccupation première là, à ce niveau-là pour la direction. Le 6 de la Côte-Nord fait aussi valoir que d'importants déplacements s'imposent déjà par l'étendue de la région à couvrir. Le télétravail devient alors une option à considérer, comme l'explique Estelle Morin. Alors, avec les multiples fusions qu'a connu le réseau, le travail des cadres supérieurs s'est alourdi. Alors, si une personne peut se faire l'économie d'un déplacement pour rencontrer les membres de son équipe, ben pourquoi pas? Mais pour le syndicat, le télétravail à l'extérieur de la région limite encore plus les contacts entre les gestionnaires et les employés sur le terrain.
On est en pénurie de personnel. Comment régler ça? C'est sûr que j'ai pas de, de solution miracle, là, mais c'est sûr que ça prend un équilibre quand même sain et pour effectuer un bon travail d'équipe, ben rien de mieux là quand même que d'aller sur le terrain, hein. Le virtuel, je pense que ça a quand même ses limites, là. À la fin du mois de janvier, des quelques 3 800 employés du CIS de la Côte-Nord, 26 travaillaient à partir d'une autre région, y compris des gestionnaires. Les CIS du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie acceptent aussi que des cadres travaillent à l'extérieur de leur territoire. Dans les derniers mois, au Salon La Salle, jamais la coiffeuse Isabelle Arsenault n'a entendu autant de rumeurs concernant le crime organisé. Moi, ça fait environ 30 ans que je fais ce domaine-là, donc je suis habituée de voir quand même plusieurs personnes. Puis on sait que dans les salons de coiffure et dans les salons de barbier, il y a beaucoup de gens qui jasent. Puis non, depuis, je te dirais, ça a commencé cet été. On a entendu de toutes les couleurs, là, c'est incroyable. Là, les gens, beaucoup de personnes étaient même inquiets parce que, tu sais, on n'avait jamais vu ça à Bécomo, là. Ces rumeurs surviennent alors que la Côte-Nord est le théâtre de conflits au sein du monde interlope, comme le fait valoir le sergent Hugues Beaulieu à la Sûreté du Québec. C'est exceptionnel présentement ce qui se passe sur la Côte-Nord. C'est ponctuel, ça va se régler probablement dans les prochaines semaines, mois, mais non, c'est exceptionnel. Présentement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des groupes criminalisés qui ont senti une certaine faiblesse des gens déjà établis du monde interlope sur la Côte-Nord. Et évidemment, lorsque ces gens-là sentent une certaine faiblesse, il y a d'autres gens qui sont là pour les remplacer. Donc, présentement, c'est un peu le brasse camarade qui se passe à l'intérieur des groupes criminalisés sur la Côte-Nord. Dans ce contexte, Hugues Beaulieu déplore que les réseaux sociaux alimentent des rumeurs basées sur des événements qui n'ont aucun lien avec le crime organisé. C'est le cas de cet incident dans le stationnement du IGA à Bécomo, survenu l'automne dernier. Après ça, dans le parking de IGA, j'ai vraiment beaucoup entendu parler, là, la personne qui a pris feu. C'est peut-être un meurtre qui disent qu'ils l'ont trouvé dans le coffre arrière de la voiture. On ne sait pas trop, là, mais ça, on a vraiment beaucoup entendu parler, là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé et en quoi c'est relié avec ce qui se passe. Et présentement, il y a eu 2 événements ici, à Bécomo, qui ont été la source de plusieurs rumeurs. Une première, le geste désespéré d'un homme à l'intérieur de son véhicule, qui était un acte volontaire. Et ça s'est produit au centre-ville, près d'un établissement là, comme le IGA. Avec les caméras vidéo, on est en mesure d'établir que, malheureusement, c'est un acte volontaire. La propagation de ces rumeurs crée un sentiment d'insécurité dans la population, selon Hugues Beaulieu, qui recommande de s'informer auprès de sources crédibles. Évidemment, ça crée une genre de bulle d'insécurité au niveau de la population. On se demande qu'est-ce que la police fait, qu'est-ce qui se passe réellement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important justement de venir mettre les choses en place, mettre les points sur les i à la population. Vous êtes en sécurité. Il n'en demeure pas moins que des actes de violence liés au crime organisé ont été observés par la Sûreté du Québec dès le printemps dernier sur la Côte-Nord. Des coups de feu soudains, l'absence de plainte. Donc, ça nous laisse penser que c'est effectivement du modus operandi qui est lié au crime organisé. Parce que généralement, un citoyen qui va recevoir une balle dans sa maison va inévitablement venir voir la police pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, il y a l'absence de plaignants. Les gens ne se plaignent pas de cet événement-là. Entamé à Bécomo, le phénomène s'est déplacé vers cette île. Ça a commencé à Bécomo parce que c'est plus près des grands centres. Et là, ça se poursuit vers cette île parce que c'est plus loin, mais inévitablement, ça allait monter vers le haut parce que c'est le même système de gestion de territoire. C'est le monde interlope qui sont là. Et il ne faut pas être dupe, hein? Il ne faut pas penser parce qu'on travaille fort puis qu'on met beaucoup d'efforts qu'on va enrayer le crime organisé. On ne pourra jamais en arriver là parce qu'à partir du moment où ça devient un marché très lucratif, la vente de drogue, la prostitution, la vente d'armes à feu, bien, il y a des gens qui vont être là pour prendre ce contrôle-là et distribuer tant qu'il va y avoir des consommateurs. La Sûreté du Québec fait valoir qu'elle a agi pour nuire au crime organisé sur la Côte-Nord. En fait, on parle de 50 arrestations, 29 à Sept-Îles, 21 ici dans la MRC Manicouagan, à 2 différentes étapes, environ à 2 semaines d'intervalle. Donc, on parle de 5 véhicules saisis en biens infractionnels, plus de 46 000 $ en argent canadien qui est retiré de leur poche. Également, 1,5 kg de cocaïne, ça vaut environ 60 000 $ et plus de 30 000 comprimés de méthamphétamine. Si vous êtes témoin d'un acte criminel lié au crime organisé ou avez de l'information à transmettre à ce sujet, la Sûreté du Québec vous invite à contacter la Centrale d'information criminelle à l'aide des coordonnées à l'écran.
Au centre Manicouagan, un contrôleur routier se tient derrière un kiosque de sensibilisation visant à démystifier son métier. On vise à se faire connaître l'organisation. Combien de personnes qui disent c'est la police, c'est pas la police, c'est qu'est-ce qu'ils font. On va surveiller notamment les poids lourds, d'un 10 roues à aller jusqu'au gros camion là, avec la semi-remorque. Au Québec, les conducteurs de véhicules lourds ont été impliqués dans un nombre croissant de collisions mortelles dans les dernières années. Leur nombre est passé de 78 en 2017 à 95 en 2022, selon les plus récentes statistiques disponibles. C'est dans ce contexte que les contrôleurs routiers mènent des opérations de sensibilisation sur la Côte-Nord et au Bas-Saint-Laurent notamment. Un tel exercice n'a pas eu lieu depuis longtemps au Québec, selon le lieutenant Jonathan Beauvais. Donc, on vient parler avec la population de cette réalité-là, mais en même temps, on vient les sensibiliser au partage de la route avec les véhicules lourds. C'est pas une cachette pour personne où, bon, on le sait que tout au long de l'année, il y a des accidents qui impliquent les véhicules lourds. Il n'y en a pas nécessairement une quantité si phénoménale que ça, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, malheureusement, lorsqu'il y a un véhicule lourd qui est impliqué, il va souvent y avoir des décès qui vont être liés à ces accidents-là dus au poids et à la dimension des véhicules lourds. Autant Frédéric Côté que Jonathan Beauvais pointent du doigt la distraction au volant comme étant l'une des menaces montantes à la sécurité routière dans le monde du camionnage. Bien, c'est sûr que dans les dernières années, la distraction, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Dans le camionnage, les conducteurs vont être appelés à faire plusieurs choses en même temps. Ils vont suivre leur GPS, ils ont le dispositif de consignation électronique pour les heures de conduite. Ils ont beaucoup d'obligations. Certains types de transporteurs là, qui vont faire des livraisons, par exemple, vont avoir à bord là, de la documentation pour la livraison. Il faut qu'ils cherchent leur chemin. Des fois, là, ils ont beaucoup de choses à penser, ils ont beaucoup de choses en tête, puis ça devient une distraction dans leur conduite. Donc, c'est beaucoup là-dessus qu'on va venir travailler, nous, au niveau de la prévention-sensibilisation. Au cœur du phénomène de la distraction au volant, l'usage du téléphone cellulaire. Il y a une problématique là, avec le cellulaire que le conducteur de poids lourd porte. Okay. Au même titre que la problématique est là, présente auprès des véhicules légers. C'est sûr que quand on parle du camionnage, les conducteurs de véhicules lourds, qui sont des conducteurs professionnels, n'utilisent pas nécessairement beaucoup leur téléphone cellulaire ou lorsqu'ils le font, ça va être avec un appareil main libre. Mais ce n'est pas parce que c'est permis de faire une conversation téléphonique avec un appareil main libre que lorsqu'on est en conversation, notre attention cognitive est dans la conversation téléphonique, elle n'est plus nécessairement portée sur la route. Donc, c'est beaucoup là-dessus qu'on va venir travailler, nous, au niveau de la prévention-sensibilisation. Les automobilistes ont leur rôle à jouer pour une plus grande sécurité routière. Ils doivent se méfier des angles morts des poids lourds. Quand on est conscient de ça, on peut prendre nos distances, faire attention de ne pas trop suivre de près. Plus le véhicule est gros, plus il y a des angles morts. Donc, c'est de se tenir, faire attention. C'est pas parce que vous pensez être à la bonne place que le conducteur vous a nécessairement vu. Les angles morts, là, on ne se le cachera pas, il y a encore eu, si je ne me trompe pas, un décès la semaine dernière dans la région de Montréal où il y a malheureusement un véhicule de déneigement là, qui a été entré en collision avec un piéton. Donc, parler des angles morts, faire prendre conscience de ça. Je pense que vous avez vu là, le tapis avec le camion de type Playmobil là, qu'on a développé pour sensibiliser les jeunes aux angles morts. Donc, on a plusieurs outils comme ça qu'on essaie de les mettre de l'avant pour parler avec la population. Sur la Côte-Nord, une demi-douzaine de contrôleurs routiers se partagent la surveillance du territoire. Au-delà du camionnage, leur mandat s'étend à tous les véhicules effectuant du transport de marchandises et de personnes, comme les taxis ou les autobus. Je m'appelle Olivier Roy-Martin et je vous remercie d'avoir écouté l'émission Connecté Bécomo. Pour toute question ou commentaire, utilisez les coordonnées à l'écran. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.